Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. Le feuilleton des 40 millions qui aurait été offert par le Premier ministre et certains membres des forces sociales continue à susciter des réactions dans la cité et sur les réseaux sociaux. Et l'une des personnes citées dans cette tentative de corruption, Ahmed de Paris, nie les faits et dit avoir été piégé. Vous allez l'entendre dans ce journal. Le siège du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée a fait l'objet d'attaques tôt ce mercredi matin et des ordinateurs ont été endommagés, des portes défoncées et des vitres cassées. Et puis en Côte d'Ivoire, l'ex-première dame libérée est de retour à son domicile. Simone Gbagbo a été amnistiée par le président ivoirien Alassane Ouattara. Elle était condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Encore une fois, bonsoir. Le Premier ministre Kassory Fofana aurait donné 40 millions à certains membres des forces sociales de Guinée pour étouffer les manifestations contre la hausse du prix du carburant à la pompe. Ahmed de Paris, l'un des principaux accusés, a-t-il réellement mordu à l'hameçon de la corruption? Rien n'est moins sûr. Le principal concerné nie les faits et dit avoir été piégé. Macky Sall et Lamine Silla pour le reportage. Pour rétablir les faits, Ahmed Sekou Kamara, connu sous le nom d'Ahmed de Paris, finit par répondre aux questions sur l'affaire des 40 millions. Il estime être piégé par ses anciens collaborateurs des forces sociales juste à cause de son retrait du mouvement de contestation. Moi, je me suis retrouvé dans un piège. C'est ce que j'ai ressenti. J'ai reçu un coup d'appel, un coup de fil d'un inconnu que je ne connais pas, qui me dit, il y a de l'argent, viens chercher. Je dis à la personne, je dis, de l'argent, quel argent? La personne me dit, vous avez demandé le transport à qui? Je dis, ah bon? Elle me dit, oui. Je dis, d'accord. Je coupe avec la personne. J'essaie de joindre monsieur le Premier ministre pour savoir si c'est lui qui envoie cette personne. Monsieur le Premier ministre ne répondait pas. Je lui ai mis un message pour lui dire. Il n'a pas répondu sur le coup. Plus tard, dans la soirée, il m'a mis non. Il poursuit en disant qu'il a été harcelé par Oumar Silla, Fonike Mangué, à travers des appels téléphoniques à maintes reprises. Il m'avait même rappelé encore pour me dire, ah bro, les 40 millions sont où? Je lui ai dit, les 40 millions, tu les as vus de tes yeux? Parce que là, ça commençait à m'énerver, cette histoire. Il m'a appelé 2, 3, 4 fois. Donc il m'a dit, non, mais t'en as fallu. Je dis, mais tu as vu les 40 millions ou c'est Eder qui t'a dit qu'il y a 40 millions? Il m'a dit, je dis, non, mon frère, écoute, tu vas aller à la radio maintenant, tu vas aller dans les médias, mais vas-y. Nous faisons un petit retour sur la sortie médiatique de Fonike Mangué, Oumar Silla. C'était à la maison de la presse. Je dis, Eder m'appelle là, que tu as pris l'argent, que tu n'as pas donné sa part. Non. Ahmed de Paris m'a répondu que, mais comment est-ce que Eder peut lui dire de donner 20 millions? J'ai dit, tout compte fait, il faut gérer là-bas. Il ne faut pas que mon nom ressorte dedans d'elle. Je dis, sinon, je vais faire un point de presse d'elle. Je dis, il faut gérer là-bas. Il dit, non, que lui-même, il veut retourner l'argent au PM. Je dis, fais comme tu veux. L'effondrement d'un immeuble à Coronti a décidément été le déclic. Les professionnels de la construction affinent les stratégies pour minimiser au maximum les accidents en lien avec les mauvais travaux. Les membres de l'Ordre national des ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, ainsi que des membres du bureau d'études et de contrôle, ont pris d'importantes décisions ce mercredi à l'Assemblée générale. Cette réunion fait suite à la décision du chef de l'État ordonnant l'arrêt des travaux de construction d'immeubles à Conakry. Algassi Moyaliba et Kerno Sadouba pour le reportage. Informer et sensibiliser ces ingénieurs sur les nouvelles dispositions concernant les travaux de construction d'immeubles en Guinée, voici l'objectif de cette Assemblée générale. Une assemblée au cours de laquelle plusieurs décisions ont été prises pour protéger la population. Ce que nous allons faire, c'est justement essayer de créer un lien de collaboration entre les architectes et nous-mêmes les ingénieurs, et avec ça,
Et il est possible que les documents de permis de construire ou bien les contrats dont j'ai parlé tantôt soient visés ou bien validés par ces différents ordres pour qu'on se rassure que les intervenants sur ces terrains sont des professionnels. Dans les jours qui suivent, l'Ordre national des ingénieurs du bâtiment et travaux publics va s'investir davantage dans la réglementation de la profession, promet son vice-président. En synergie avec l'administration et les ordres, il y a beaucoup de dispositions qu'on est en train de mettre déjà dans le processus d'établissement des permis de construire. Ces ingénieurs en appellent à la responsabilité de tous les acteurs impliqués dans la construction de bâtiments afin d'éviter des drames dans ce secteur. Ils souhaitent surtout que le travail soit confié uniquement aux professionnels. Il y en a qui sont là, qui n'ont pas la formation requise, ils ne sont pas informés et ils ne savent pas réellement que normalement le contrôle technique existe. Il faut faire recours à un bureau d'études pour faire les plans, et faire les plans d'exécution béton armé aussi, qui normalement doit être réalisé par un bureau d'études. Au cours de cette réunion, ces professionnels du bâtiment se sont aussi penchés sur la nécessité de renforcer les capacités des ingénieurs afin que ces derniers fassent mieux leur travail conformément à la réglementation en la matière. Le niveau de paupérisation de la population devient de plus en plus inquiétant. Le taux est plutôt élevé, c'est ce que révèle une enquête de StatView International dont les résultats ont été présentés ce mercredi à Conakry. Les travaux effectués entre 2013 et 2017 ont porté sur l'économie, la gouvernance locale, le manque d'électricité et le niveau de pauvreté. Abdourahmane Ba et Ibrahim Souma. C'est un résultat accablant qui est présenté par StatView International. Un niveau de pauvreté très élevé, une gouvernance locale boudée par les citoyens ou encore une insuffisance de l'électricité. La Guinée est loin de répondre aux attentes de sa population. Vous avez plus de 70% des Guinéens qui ont manqué d'argent, de nourriture, de soins donc sur cette période-là et d'eau potable. Ce qui veut simplement dire, comme vous l'avez constaté, que 2 tiers des Guinéens considèrent aujourd'hui que leurs conditions de vie sont mauvaises ou très mauvaises. Au niveau de la fourniture d'électricité, d'une manière générale, les citoyens ne sont pas satisfaits de la façon dont l'électricité est fournie. D'après l'observation du réseau Afrobaromètre qui mène ces enquêtes, cette chute est due à la corruption et à la mauvaise gouvernance. Mais malgré tout, le président de StatView International repose son optimisme sur le nouveau gouvernement dirigé par Kassory Fofana. Nous sommes contents aujourd'hui de savoir que le gouvernement du Premier ministre Kassory fait de la lutte contre la corruption une de ses priorités. Puisque vous avez les résultats ont indiqué que 33% des Guinéens, quand ils sont allés pour solliciter des services publics, ils ont été obligés de payer des pots de vin. C'est beaucoup. Et en milieu rural, c'est décourageant. Dirigé par StatView International en Guinée, le réseau Afrobaromètre a interviewé 1200 adultes guinéens en mai 2017. D'après les experts, un échantillon de cette taille donne des résultats à un niveau de confiance de 95%. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, des ordinateurs endommagés, des portes défoncées et des vitres caillassées. C'est le bilan de l'attaque dont le siège du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée a fait l'objet ce mercredi matin. Le secrétaire général accuse le camp de Sissavané. Et suivez-le dans ce reportage que nous proposent Mariam Fodé Camara et Yacouba Traoré. Des portes des bureaux défoncées, des ordinateurs endommagés, des vitres caillassées et d'importantes sommes emportées. Voilà le dégât causé par un groupe de personnes accompagnées par des gendarmes au siège du SLEG. Ce jeune enseignant membre de la cellule de communication du SLEG dit avoir reçu un appel faisant état d'attaque de leur siège. Aussitôt alerté, il s'est dirigé vers les lieux. C'est ainsi qu'il s'est croisé avec ses hôtes indésirables qui, selon lui, scandaient, je cite, « Le siège doit nous revenir ».
Je suis allé à l'air de retrouche, je les ai interpellés juste au niveau du carrefour, en face de la pharmacie qui est derrière la cour de la 2 de Dixine là. J'ai dit mon frère, ça va? Il dit ça va. J'ai dit qui est-ce qui vous a demandé de venir casser le bureau de notre général? Il y a un qui a dit mais non, parce que le siège doit revenir à notre siège et non à votre siège. J'ai dit alors là vous ne bougerez pas ici parce que vous avez cassé et là vous devez répondre de vos actes. Le secrétaire général du SLEG, lui aussi accompagné par son avocat, est venu toucher la réalité au bout du doigt. Après constat, il dresse le bilan. Nos bureaux ont été défoncés, tous les bureaux sont défoncés, nos appareillages, n'est-ce pas, complètement caillassés. Hier, notre trésorier avait déposé un certain montant ici. Je ne sais pas si c'était environ de 25 à 30 millions qu'on n'a pas vu. Tous les tricots confectionnés ont été jetés dans l'eau. Aboubacar Souma n'exclut pas une main noire qui serait derrière cette situation. Il promet de la découvrir. Nous allons essayer de découvrir cette main-là. Nous, la justice, c'est nous les enseignants. S'ils ne sont pas poursuivis pour les faits qui sont, n'est-ce pas, qu'ils ont reconnus eux-mêmes parce qu'ils l'ont reconnu, s'ils ne sont pas poursuivis, il n'y aura pas d'ouverture de classe. Nous allons fermer, nous allons demander à tous les enseignants de ne pas foutre les pieds dans les établissements. Camarades, salut! Salut! Une plainte a été immédiatement portée contre Sissa Vané, Kadia Touba, Aboubacar Kaba et autres pour destruction d'édifices privés, coups et blessures, vols et divers. Et santé à présent, le rhumatisme dans son ensemble est très complexe d'après les spécialistes de la santé et ces maladies prennent le dessus sur les patients en cette saison pluvieuse à cause du froid et les consultations dans les services de rhumatologie du pays se multiplient. Rencontre à l'hôpital national Ignace Dine avec Dr Abdoulaye Bari du service de rhumatologie Fatou Kébé, Ibrahima Souri, Sengsouma. D'après les études scientifiques, le climat ne définit pas la manifestation des maladies rhumatismales. On les retrouve dans tous les pays du monde. Ces maladies se manifestent à travers les douleurs osseuses et articulaires, mais aussi les inflammations au niveau des articulations. Malgré cette contradiction avec la science, les remarques, elles, laissent comprendre que le froid est un facteur qui favorise la douleur chez les malades. En réalité, il n'y a pas de preuve scientifique de nos jours qui dit qu'il y a un lien entre rhumatisme et froid ou humidité. Souvent, ce qu'on voit en pratique, certaines douleurs articulaires s'aggravent en période de froid. Cela peut être lié à une circulation sanguine qui est moindre en saison pluvieuse. Vivant avec cette maladie depuis longtemps, Alpha Oumar Baldé a fini par être déformé après plusieurs années de douleur. Selon lui, le froid n'a plus aucun effet sur lui car la maladie est à un niveau plus élevé. Il témoigne quand même d'avoir plus mal en saison pluvieuse quand la maladie était à ses débuts. Avant, cette maladie me faisait souffrir pendant, s'il faut, la saison pluvieuse. Mais ces dernières années, presque elle ne tient pas de cette situation-là. Donc que ce soit la saison sèche ou saison pluvieuse, la douleur continue. En cette saison hivernale, la réalité voudrait que les patients adoptent un comportement plus préconisant pour faire face au rhumatisme, d'après le médecin. Pour lui, on ne peut éviter les maladies rhumatismales quand elles sont héréditaires, mais elles ne sont évitables que quand elles sont infectieuses. Page noire dans cette édition d'information, l'artiste Abibata Keïta, connu sous le nom de Djanhabi Keïta, a tiré sa révérence dans la nuit du vendredi 3 août 2018 à l'Abbé des suites d'une courte maladie. La cinquantenaire originaire de Dungutuni, de la préfecture de Mali, a marqué les mélomanes à travers ses morceaux Malik Kouradje ou Sonabé ou les soirées de Poda avec son orchestre Gandomassi. C'est l'inspectrice régionale de la culture de l'Abbé qui lui rend hommage dans ce reportage de Sali Bilalisso rendu en studio par Gibril Ba. Djanhabi Keïta évoluait dans l'orchestre Gandomassi dirigé par le guitariste Ousmane Kanouya Diallo. Avec sa voix mélodieuse, elle était la diva de la musique pastorale et a fait danser toutes les générations. Une vedette, mais qui était surtout
une gardienne de notre patrimoine culturel. Elle s'est faite dans la culture, dans la musique pastorale. Célibataire, sans enfant, les chansons de Djanrabi Keita ont bercé les esprits des mélomanes et étaient très prisées dans les boîtes de nuit et cérémonies. Après sa disparition, Hadja Zainab Koumantio entend célébrer sa mémoire ainsi que d'autres hommes et femmes des cultures. L'inspection régionale de la culture compte organiser des journées culturelles en collaboration avec le musée du Fouta. Et pendant ces journées, on va évoquer l'œuvre et la vie de cette dame. La poétesse Hadja Zainab Koumantio Diallo regrette l'oubli qui caractérise les Guinéens et plaide pour l'accompagnement et la promotion des artistes. Il va falloir que nous trouvions une certaine politique pour non seulement accompagner les acteurs culturels sur le terrain, mais les accompagner réellement, c'est-à-dire que même après leur vie sur Terre, que leur œuvre puisse être pérenne. Et 5 personnes viennent de bénéficier d'un mouton, chacune à travers la promo Tabaski, 10 moutons à gagner, organisée par Orange Money. Et la remise a eu lieu ce mercredi à Dixine Fondis. Et les bénéficiaires saluent le geste et invitent les autres clients d'Orange Money à participer à cette promo. Reportage. Voici les 5 personnes qui viennent de gagner un mouton chacune à travers la promo Tabaski organisée par Orange Money. C'est après avoir respecté les règles de cette promo que ces personnes ont bénéficié du premier prix. Parmi les bénéficiaires, Ibrahima Sissé. Le visage plein de sourires, le gagnant remercie Orange Money pour son geste. Franchement, je suis fou de joie. J'ai ressenti un sentiment de joie et de satisfaction de la part d'Orange Money. Vous savez, quand ils m'ont appelé pour la première fois, je n'aurais pas cru. Mais une fois, ils ont insisté, 2 fois. J'ai décroché l'appel. Et la dame Diallo m'a annoncé la nouvelle. Et ce rêve devient aujourd'hui une réalité. L'objectif de cette campagne est de prouver l'amour que l'entreprise a pour ses clients et les produits qu'elle offre. Aminata Diallo, responsable à Orange Money, revient sur les consignes à respecter pour être gagnant de cette promo. La promo Tabaski est lancée depuis le 23 juillet dernier. Cette promo, pour participer à la promo, c'est très simple. Il suffit d'activer le dièse 147 dièse ou étoile 147 dièse, puis vous acheter du crédit ou un pass internet ou un des offres Choco via Orange Money à partir de 1000 francs. Les bénéficiaires se réjouissent et invitent les autres clients d'Orange Money à participer à la promo Tabaski. C'est un sentiment de joie et de satisfaction d'avoir un mouton pour cette fête de Tabaski. Je lance un appel à tous les clients de la société Orange Money de souscrire à ces promos. Orange, c'est une réalité. Orange partage la préoccupation de sa clientèle. À rappeler que la promo Tabaski est organisée chaque année par Orange Money. 22 médailles, dont 19 en or au championnat d'Afrique de karaté zone 2, disputé le mois dernier en Sierra Leone et 2 en bronze aux Jeux africains de la jeunesse d'Alger. C'est le nombre breloque présenté par les sportifs guinéens qui ont été reçus ce mercredi matin par le ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique à son département. Et Bantamasso a félicité et encouragé ceux qu'il qualifie de patriotes. Les sportifs et leurs encadreurs ont eux aussi promis de faire mieux lors des prochaines compétitions. Abdoulaye Sadio Diallo et Djibril Kabak Kamara. Mohamed Lamine Diallo, médaillé de bronze lors des Jeux africains de la jeunesse, et Jenab Diallo, 2 breloques au championnat de karaté. Les choses n'ont pas été faciles pour les athlètes guinéens. C'est pourquoi leurs ambitions futures sont fortes. Toutes les compétitions championnats d'Afrique, si tu ne suis pas les formations bien, tu peux pas, c'est difficile d'avoir les médailles d'or. Les difficultés qu'on a rencontrées là-bas, ça a été surtout au niveau des arbitres, ça a été beaucoup de jeux sur nous. Pour le secrétaire général du comité olympique national, l'exploit de la Guinée dans ces compétitions est à mettre à l'actif des autorités sportives du pays. Le président de la Fédération guinéenne de karaté, pour sa part,
rajoutent d'autres exploits des karatékas. En marge, il y avait un stage d'arbitrage et un stage des entraîneurs. Tous nos coachs qu'on a amenés ont été confirmés comme des entraîneurs continentaux. Sur les 10 arbitres, on a eu 5 arbitres retenus, arbitres continentaux, arbitres de la zone, qui se préparent pour Kigali pour être des arbitres continentaux. Le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique a d'abord reconnu que peu d'efforts sont fournis en faveur des autres disciplines sportives, hormis le football. Ensuite, Bantamasso a trouvé les mots justes pour s'adresser à ceux qui ont porté haut le rouge jaune vert. Je vous félicite. Je vous encourage et je vous demande encore pour Kigali, ramenez-nous des médailles. La Guinée a non seulement eu la première place lors du tournoi de karaté disputé du 5 au 10 juillet 2018 en Sierra Leone, mais aussi a été désignée équipe fair play de la compétition. L'autre nouvelle est que la Guinée sera présente à Kigali pour la 9e édition du championnat d'Afrique de karaté, selon le responsable du département en charge des sports. Et sans grande surprise au Mali, la Cour constitutionnelle a confirmé ce mercredi soir les résultats provisoires du premier tour de la présidentielle du 29 juillet. Elle a aussi déclaré le président Ibeka avec 41,70% des suffrages et Soumaïla Cissé 17,80% pour le second tour fixé au 12 août prochain. Et dans son arrêt rendu public, la Cour a rejeté la plupart des recours déposés par les candidats. Suivez l'arrêt de la Cour constitutionnelle prononcé par la présidente Manassa Dianoko au micro de nos envoyés spéciaux. Considérant qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des suffrages absolus exprimés au premier tour du scrutin, un deuxième tour aura lieu entre les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Considérant que le candidat Ibrahim Boubacar Keïta a obtenu 1 332 132 voix et le candidat Soumaïla Cissé 567 679 voix, il y a lieu de les déclarer candidats au deuxième tour du scrutin du 12 août 2018 de l'élection du président de la République. Et l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, est de retour à son domicile après avoir été libérée de prison grâce à une amnistie accordée par le président ivoirien Alassane Ouattara. En France, le ministre de la Santé estime que le bilan de la canicule est à ce jour rassurant à l'issue de la réunion quotidienne de la cellule de crise du ministère mise en place pour surveiller les conséquences sanitaires de la canicule. Suivez. Le bilan à ce jour est plutôt rassurant, même si nous restons encore vigilants sur l'impact qui peut être un peu décalé dans le temps sur les personnes âgées des très fortes chaleurs que nous avons connues hier et avant-hier. Nous avons eu une petite suractivité des urgences essentiellement liée aux zones touristiques, avec selon les régions, selon les jours, entre 3 et 6% des recours aux urgences et des passages aux urgences qui étaient réellement en lien avec la canicule. Beaucoup d'adultes ou d'enfants ont souhaité se rapprocher de points d'eau du fait de cette période de canicule et nous avons une augmentation notable du nombre de noyades, plus de 1000 noyades répertoriées depuis le début de l'été, dont 251 ayant abouti à un décès. Et pour finir, le Portugal renforce le dispositif pour combattre un feu de forêt qui sévit depuis 6 jours dans la région touristique de l'Algarve, au sud du Portugal, et dont la progression des flammes favorisée par le vent continue de menacer des villages. Le Portugal peine à maîtriser l'incendie de forêt. La région touristique de l'Algarve, dans le sud du pays, est touchée depuis 6 jours. Plus de 1400 pompiers et militaires sont déployés pour combattre l'incendie dans la chaîne de montagnes de Monchique. Favorisées par le vent, les flammes menacent des zones habitées. Le pays est encore traumatisé par des vagues d'incendies,
survenus l'an passé qui ont fait 114 morts. Et voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et l'info continue sur notre site web www.espacetvguinée.info et bonsoir.